Bonjour à tous et bienvenue sur AS Mondaps TV. Aujourd'hui, nous accueillons Régis Jantet, journaliste et spécialiste sur les questions politiques, économiques et sécuritaires en Russie et puis de Syrie, qui a séjourné récemment à Moscou et qui a accepté à partager avec nous son éclairage sur les réformes constitutionnelles suggérées par le président russe Poutine lors de son discours à la nation en janvier. Bonjour Régis. Bonjour. Alors, pourquoi ces changements et pourquoi maintenant, pourquoi Poutine a choisi mi-janvier et pas au mois de mars, là où traditionnellement il donne ce discours à la nation? Pourquoi maintenant? Je crois que effectivement ça a surpris puisque c'était le 15 janvier, donc c'est le lendemain du nouvel an russe. Donc pourquoi une telle précipitation? Et sans doute si cela s'est produit à ce moment-là, c'est qu'il y avait une vraie urgence. À Moscou, j'ai entendu deux raisons qu'on a mises en avant à ce sujet. La première, c'est de se dire que peut-être il y aurait des élections à la Douma anticipées et qui ferait qu'on serait obligé de le faire assez tôt pour ensuite respecter tous les impératifs juridiques, constitutionnels, de laps de temps entre différents moments d'annonce, de report d'élections, etc. Mais ça, c'est vraiment pas certain et rien n'indique pour le moment que la Douma, les élections à la Douma seront anticipées. Il y a peut-être une autre urgence, moi, qui me paraît plus importante, c'est que M. Poutine, d'abord, demande toujours du temps pour tout. C'est quelqu'un qui a besoin de temps. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'effectivement très important. Et il a besoin de temps parce que ce dont il est question, c'est d'organiser l'après-Poutine, la succession, après 20 ans de pouvoir, peut-être après 24 ans de pouvoir, puisque on peut très bien penser que M. Poutine quittera le pouvoir, la présidence en tout cas, en 2024. Et donc c'est un moment clé de l'histoire russe, on y reviendra peut-être, mais c'est aussi un moment où il s'agit de faire transiter un système tout en essayant de le conserver, mais sans la personne clé qu'il a été pendant toutes ces années, quoi. Et donc il s'agit de s'y prendre très tôt pour organiser les choses. J'ajouterais même un élément, c'est presque une troisième raison pourquoi si tôt, c'est qu'on sent chez tous les observateurs, les sources que j'ai pu rencontrer, que ce qui est fondamental, ça va être aussi d'observer comment fonctionne le système politique russe avec les nouveaux amendements constitutionnels qui vont être adoptés, qui sont en train d'être adoptés et qui seront validés après le 22 avril où il y a une sorte de plébiscite, de consultation populaire. Et ça va être très important aussi d'observer ensuite, dans les années qui viennent, comment fonctionne le public. Comment fonctionnent les oligarques, ou en tout cas les hommes très importants, les gens que M. Poutine a mis au pouvoir, les Kovalchuk, les Tchemezov, les Sechin, les Timchenko, comment ils vont se comporter dans ce système et comment va se comporter tout le système politique, les partis politiques, la Douma, les gouverneurs régionaux. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il fallait s'y prendre très tôt pour se donner le temps d'entamer cette transition qui est vraiment un moment très délicat de l'histoire politique russe. En ce qui concerne le contenu de cette réforme, d'abord le cadre général, c'est qu'il faut bien voir, encore une fois, qu'il s'agit de faire la transition du pouvoir, d'une certaine manière de conserver certainement ce pouvoir, de ce qu'a été le poutinisme, qui est vraiment le système que lui a mis en place, qui est un mélange de capitalisme d'État, de souveraineté de la Russie, de l'État, à la fois dans les questions politiques, économiques, intérieures, les questions vis-à-vis de l'extérieur, y compris dans la question cyber, par exemple, etc. Donc d'organiser cette succession et de trouver une manière de faire vivre ce système poutinien sans Poutine. Donc c'est de ça dont il est question. Ce qu'on m'explique beaucoup à Moscou, c'est que c'est très difficile à faire, effectivement, que la solution définitive n'est probablement pas trouvée encore et qu'on dépose dans la Constitution différentes mesures, différents ajouts ou changements dans la Constitution qui rendront cela possible de plusieurs manières possibles. C'est quelque chose qui a l'air d'être assez souple. Par exemple, une des institutions qui n'existait pas constitutionnellement, qui n'était pas inscrite dans la Constitution, ce qu'on appelle le Gossoviev, le Conseil d'État, qui existait, qui avait une fonction assez particulière pour les relations entre le centre et les régions, c'est quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, ça inscrit dans la Constitution. Donc on se demande à quoi ça va servir, et une des grandes hypothèses, c'est que ça sera un des lieux de pouvoir, peut-être même le lieu d'où M. Poutine pourrait continuer à diriger le pays sans être le président. Un peu sur le modèle du Kazakhstan,
qui lui, le Kazakhstan a choisi le Conseil de sécurité pour ça. Mais le Conseil de sécurité est là aussi en Russie. Donc on voit qu'il y a plusieurs organes comme ça. Il y a aussi la Douma, il y a aussi donc le Gossoviev, le Conseil de sécurité, qui pourraient être des lieux où le pouvoir pourrait s'exercer ou en tout cas se contrebalancer. Donc c'est assez difficile de lire ce qu'a serait cette constitution. Les changements sont notamment dans les pouvoirs du président. Pour une part, j'ai l'impression que ça consiste à mettre par écrit ce qui était, donc de manière formelle, ce qui était informel avant. Parce que M. Poutine est quelqu'un de puissant, qui a l'autorité, qui peut se permettre de diriger le pays de manière assez informelle en quelque sorte, et qu'aujourd'hui on va l'inscrire dans la Constitution parce que peut-être que le successeur n'aura pas la même autorité. Mais ce qu'on voit, et ça c'est une des constantes tout de même, c'est qu'il s'agit de garder une présidence forte. Et ça c'est effectivement très important. J'ai parlé des organes, notamment donc, de ce Gossoviev, de ce Conseil d'État qui va exister désormais de façon constitutionnelle, avec certains pouvoirs qui ne sont pas clairs, mais semble-t-il soumis tout de même à la présidence. Donc c'est un autre signe qui montre que la présidence va rester le lieu du pouvoir. On voit aussi un certain nombre de changements au niveau de la nomination des fonctions de certains tribunaux, la Cour suprême, etc. Dans la nomination des ministres également. Donc une sorte d'ajustement des pouvoirs. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce que c'est vraiment très compliqué. Encore une fois, avec beaucoup d'incertitudes, le dessin, l'objectif précis, général n'est pas encore clair. Et peut-être que ça sera comme ça même après les changements. Enfin, c'est fait pour rester ambigu et avec ouvrir plusieurs possibilités pour le futur. Mais en tout cas, c'est une sorte de réaménagement du pouvoir pour faire du poutinisme sans Poutine, garder une présidence forte et rester certainement sur les grands axes de ce qu'a été le poutinisme. Comme je le disais, une souveraineté, faire revenir la Russie sur le devant de la scène diplomatique mondiale, ou bien aussi, évidemment, pour donner des exemples pêle-mêle, mais le contrôle des puissances d'argent à l'intérieur du pays, y compris des amis de M. Poutine. Régis, quelle est l'ambiance aujourd'hui en Russie? Comment le peuple russe réagit globalement et en particulier, qu'est-ce que vous pensez de réaction de une communauté du business? Je dirais que autant le peuple ne se sent pas concerné, autant la communauté du business, en tout cas les grandes poches d'argent politisées, j'ai envie de dire, autour du pouvoir, ceux qui sont venus au pouvoir avec M. Poutine il y a 20 ans maintenant, se sentent très concernés. Et les deux sont assez muets, ne parlent pas beaucoup de ça. La population, parce qu'effectivement, elle voit bien que c'est simplement des arrangements pour faire perdurer le régime de M. Poutine, elle ne se sent pas forcément très concernée. Et c'est sans doute pour ça, parce que le Kremlin a une conscience assez forte de cela, que dans la Constitution, il y a aussi toute une partie d'amendements qui vont concerner les questions sociales, qui vont toucher les questions sur l'argent qu'on va toucher à la maternité, le soutien des écoles, le salaire des professeurs et des choses comme ça. Et ce qu'on dit à Moscou, c'est que c'est probablement une manière de faire passer tout ensemble. Évidemment, la population va voter pour avoir plus de soutien social, de type social, et en même temps, les amendements politiques seront importants. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui me semble caractériser la relation qu'il y a entre le pouvoir et la population en ce moment, qui ne parle pas énormément de ça, qui a aussi une certaine, probablement, et ça c'est un héritage de l'époque soviétique, qui n'aime pas trop qu'on touche à la Constitution. Quelque chose d'assez important, et c'est pourquoi dans le discours que vous mentionnez, celui du 15 janvier dernier, les 40 premières minutes sont consacrées aux questions sociales. Et peut-être aussi que c'est pour M. Poutine une manière, parce que lui, il doit penser maintenant au futur, à la place qu'il va laisser dans l'histoire, dans son pays notamment, et une manière de laisser une trace plutôt positive de quelqu'un qui aura peut-être sacrifié la population pendant 3 mandats pour développer, pour que la Russie devienne un grand pays sur la scène mondiale, en dépensant beaucoup d'argent dans les questions, dans l'armée par exemple, dans le développement du militaire, à l'étranger aussi, en Syrie, en Ukraine, et peut-être qu'aujourd'hui il veut essayer de laisser une trace plus positif dans le cœur et dans l'esprit des Russes. En ce qui concerne les élites, alors il y a
quand on parle de communauté de business, on pourrait parler de l'élite, vraiment le petit groupe rapproché qui n'est pas vraiment une oligarchie, parce que ce n'est pas vraiment lui qui dirige le pays, ça c'est très important je crois, mais en tout cas qui sont les piliers du pouvoir de M. Poutine. Et puis il y a la communauté business, même les petites et moyennes entreprises, etc. Pour prendre cette dernière, la communauté de business ordinaire de M. Tout-le-Monde et aussi des entreprises étrangères, on sent qu'il y a un peu d'inquiétude puisque ça fait 20 ans finalement que l'économie est quand même largement dirigée par la volonté, la marque imposée par M. Poutine dans la marche des affaires de la Russie. Il en est parfois un peu protecteur, il ne contrôle certainement pas tout. On l'a vu récemment avec l'affaire des problèmes judiciaires qu'a connu le fonds Baring-Vostok, par exemple, où on a l'impression que ça échappait à M. Poutine et que c'est des affaires qui ont donné une terrible image au climat d'affaires en Russie. Mais donc il y a une grande inquiétude parce que si en plus lui n'est pas là, on peut se dire qu'il n'y aura plus de pilote dans l'avion en quelque sorte. Mais c'est encore un peu tôt pour savoir exactement quelle est l'inquiétude qui anime les milieux d'affaires. En ce qui concerne le petit groupe rapproché qui lui a une fonction politique, soit parce qu'il dirige des poches d'argent privées, je pense à M. Timchenko, à M. Rothenberg, au Kovalchuk, qui sont des amis, en l'occurrence des amis de la jeunesse de M. Poutine. Ils forment en quelque sorte des piliers autour de lui, qui rend en permanence des services au pouvoir lorsqu'il a besoin, par exemple, de construire des infrastructures pour des grands événements politiques, finalement, que ce soit les Jeux Olympiques ou le pont de Crimée. On les confie à ces gens-là, qui sont une sorte d'amis, mais aussi des gens qui sont loyaux. La question de la loyauté est fondamentale en Russie. Ou bien, je pense aussi aux entreprises publiques que M. Poutine a confiées à des proches, comme M. Tchemezov, qui dirige l'ensemble, on va dire, du complexe militaro-industriel, ou M. Sechin, qui a créé une espèce de Gazprom du pétrole, qui est l'entreprise Rosneft, et qui sont des entreprises très importantes politiquement. Géopolitiquement même, on a vu Rosneft investir par exemple de l'argent ces dernières années au Venezuela, c'est purement géopolitique, ça a probablement fait perdre plutôt beaucoup d'argent que ça en a rapporté à la Russie. Et chez ces gens-là, il y a aussi une inquiétude, c'est ce qu'on me dit en tout cas, ils parlent très très peu ces gens, on ne sait même pas dans quelle mesure ils ont été associés à la discussion, c'est pas certain. Les gens que j'ai rencontrés ont plutôt tendance à penser qu'ils ont été assez peu associés à la discussion et ils s'inquiètent puisque la place qu'ils ont, la puissance dont ils jouissent, la fortune dont ils disposent, eh bien, c'est M. Poutine qui a rendu tout cela possible. Et sans lui, ils ne savent pas dans quelle mesure ils pourront garder cette place qu'ils ont privilégiée au cœur du pouvoir russe. Donc il y a une certaine inquiétude certainement chez ces gens aussi. Dans le contexte que vous décrivez, quel scénario peut-on imaginer pour l'après 2024 ? J'ai tendance à penser que M. Poutine ira au bout de son mandat, mais il y a une discussion pour ça. Moi, j'ai tendance à penser qu'il va aller jusqu'à 2024, et comme je le disais tout à l'heure, qu'il va essayer d'observer les principaux acteurs, les gens qui pourraient lui succéder ou qui pourront jouer un rôle important, comme homme politique ou bien dans le domaine des affaires. Donc je crois que ça sera assez important. Ensuite, après 2024, ou avant si toutefois il sortirait, on peut penser qu'effectivement, on peut prendre un peu l'exemple du Kazakhstan, dont on parle beaucoup à Moscou. Bien sûr, ce n'est pas la même chose, et M. Poutine n'a pas vraiment besoin d'un exemple, mais n'empêche qu'on regarde d'assez près ce qui se passe au Kazakhstan, on pourrait imaginer une situation un peu identique où l'ancien président, avec toute sa puissance, que son successeur n'aura probablement pas, et ça c'est une question importante, eh bien, va se poser en quelque sorte en observateur, en guide moral, politique du futur. Certains disent aussi, on m'a dit une fois, et c'était assez intéressant, que par exemple, s'il met aussi tout un volet social au sein de la Constitution, c'est aussi pour avoir le peuple derrière lui et lui permettre d'avoir du pouvoir sans avoir les attributs du pouvoir. Parce que, encore une fois, la présidence le Kremlin sera le lieu du pouvoir. Donc le successeur aura plus de pouvoir que M. Poutine. Donc voilà, c'est peut-être ça qui est en train de se mettre en place. Et puis ensuite, eh bien, on va avoir un successeur. Certains disent que ça pourrait être encore M. Medvedev. Il ne faut pas penser qu'il disparaît complètement. Moi, j'ai tendance à penser que si.
que si, mais ce n'est pas complètement exclu. Les bons observateurs de Moscou disent qu'il faut garder un œil sur lui. En tout cas, il va falloir trouver le président. Il y a toute une discussion. Certains pensent que ce n'est pas encore décidé. Moi, j'ai tendance à penser que, vu la quantité de pouvoir que M. Poutine semble prêt à confier à celui qui sera son successeur, eh bien qu'il a une idée assez précise de là ou des quelques personnes qui pourraient jouer ce rôle. Il nous surprendra certainement. Je remarque qu'il y a quelques jours, enfin c'était le 20 février, il donnait une interview à l'agence TASS et il disait mon entourage m'a proposé 3 ou 4 noms pour être Premier ministre. Donc là, il s'agissait du Premier ministre. J'ai bien écouté, mais j'ai choisi quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, c'est M. Mishustin qui est devenu. Donc on pourrait imaginer que c'est une manière de dire d'abord, c'est moi qui décide, c'est pas mon entourage qui décide, je les écoute, mais c'est pas lui qui décide, et donc c'est moi qui vais mettre cette personne en place aussi pour contrôler mon entourage. On sent qu'une des questions importantes, c'est certainement, contrairement à ce qu'on croit souvent, mais que M. Poutine n'a pas beaucoup confiance, y compris dans ses vieux amis qui ont fait du judo avec lui dans son enfance ou qui ont acheté la fameuse coopérative Ozera, par exemple. Donc voilà, je pense que c'est plutôt ça le scénario qui est en place. Je sors du gouvernement, je prends une place peut-être au Gossovjet, au Conseil d'État, pourquoi pas au Conseil de sécurité, je joue de mon autorité morale pour mettre le régime en place pour le futur, avec un président que j'observerai et que je mettrai dans le droit chemin avant que les choses puissent exister, le poutinisme sans M. Poutine. Merci Régis, et n'oubliez pas de vous abonner au AS Labs TV.